Vous avez un célèbre compatriote qui est un très grand champion qui s'appelle Saïd Aouita, qui bat tous les records du monde. Et chaque fois qu'il bat un record du monde, eh bien, il rend grâce à Dieu, au prophète et à son roi. Je ne vous ai pas entendu rendre grâce à tous ces gens aujourd'hui. Moi, je rends grâce à Dieu, je rends grâce à ma mère qui a beaucoup prié pour que j'ai ce prix. Je rends grâce à mon pays, bon, au roi aussi, parce que c'est quelqu'un que j'estime et je respecte. Mais de toute façon, je rends grâce aussi au jury Goncourt qui ont bien voulu prendre d'attention pour ce livre et le courant. Vous parlez de la Tunisie, de l'Égypte, vous évoquez le Maroc, vous êtes marocain, et l'Algérie. Sur le Maroc, est-ce qu'une révolte serait possible? Révolte, non, parce qu'elle aurait été possible si le système était comme celui de Hassan II, c'est-à-dire Hassan II, c'était un peu comme Moubarak, on vivait sous la régime policier avec torture, disparition, etc. Ça, c'est fini. Un certain Abdelkrim allait créer un embryon d'État, tenant tête à l'Espagne, puis à la France, pendant plusieurs années. Avant d'être exilé à l'île de la Réunion, où il est filmé ici comme un piètre trophée de guerre, en avril 1927. La guerre du Rif a fait des dizaines de milliers de morts, laissé un pays et une population dévastés par les bombardements et les armes chimiques. Abdelkrim s'évadera au cours de son transfert en France, en 1947. Après avoir trouvé refuge au Caire, il y sera enterré en 1963, comme une grande figure du monde arabe, sans avoir jamais pu remettre les pieds dans son pays. J'ai demandé une fois à ma mère qui était Abdelkrim. Et là, ma mère m'a fait une remarque qui était, c'était un chef moro, comme on dit chez nous, c'est-à-dire un chef rifa marocain, et qui a donné une bonne raclée aux militaires au Maroc. Et elle a ajouté, si Abdelkrim avait vaincu, on n'aurait pas eu Franco. Et puis par la suite, mon directeur de thèse, ici à Paris, à la Sorbonne, le professeur Villard, disait toujours que c'était un raccourci historique. Fantastique. C'est cette phrase de ma mère. Tandis que les hommes s'entretuent sur le terrain, dans la violence inconcevable des armes nouvelles, les mines du Rif continuent de produire et d'alimenter en fer l'Angleterre et l'Allemagne, leurs plus gros clients. Quand il évoque cette période, Abdelkrim raconte qu'elle a été un tournant qui allait décider de son engagement futur aux côtés des Rifins. J'avais fait mon possible pendant des années pour convaincre les Espagnols de changer de conduite à l'égard du Rif. Mais ils passaient leur temps à nous dresser les uns contre les autres. Comme il n'y avait plus rien à attendre d'eux,
je me déclarais favorable à l'indépendance du Rif non occupé. On me jeta alors en prison pendant 11 mois, en prétextant de la manière la plus cynique que je complotais avec l'Allemagne. La raison principale pour laquelle il était mis en prison, c'était parce qu'il avait fait des déclarations où il avait déjà parlé d'indépendance. Il a dit jamais je consentirai, je vais accepter que mon pays soit soumis à notre pays étranger. Alors ces paroles ont été considérées très dangereuses. Donc il a déjà fait une proclamation, c'était un manifeste pour l'indépendance. Et c'était les mots indépendance pour lui, c'était un mot, c'est-à-dire toute sa vie, c'était pour lui le mot fondamental. C'est-à-dire il n'acceptait pas la domination étrangère. Mon père venait de mourir, sans doute empoisonné par les Espagnols. Comme les chefs des Bni Ouiarel étaient venus, selon la tradition, me présenter leurs condoléances, j'engageais avec eux des pourparlers au sujet des rapports hispano-rifains. Bien qu'ils soient portés à la discorde dans les temps d'insouciance, les Rifains ne tardent pas à s'unir quand ils sentent leur liberté menacée. L'élite intertribale déchirait le pays. C'est-à-dire seulement à l'occasion où il y avait un ennemi étranger, il y avait des coalitions tribales. Mais c'était toujours éphémère, parce que toujours quand ce péril, ce danger passait, ils se séparaient de nouveau. Mais il n'y avait pas une union, ils se combattaient les uns aux autres. Ce qu'il a dit, c'est qu'il faut finir avec ces combats, ces luttes antérieures, et il faut penser à l'unité. Pour lui, le mot unité, union, c'était fondamental. Qui ignore combien l'autorité d'Abdelkrim s'est renforcée au fil des mois, prend ses rêves pour des réalités et enregistre ses premières défaites contre des tribus qui se renforcent de jour en jour. Tandis qu'au fil de semaines, toutes les positions autour d'Anoual ont cédé les unes après les autres, dans la nuit du 21 juillet 1921, le général Sylvestre envoie plusieurs télégrammes de suite en réclamant des renforts. Que ce soit tout de suite, autrement plus la peine. À l'aube, le signal de la retraite est donné. 5000 hommes se retirent dans l'affolement, sans aucune organisation prévue pour leur défense, dévalant la montagne sous un soleil de plomb, dans une indescriptible débandade. Le scénario tourne au cauchemar. Mais cet écroulement de position, attention, il n'y a jamais eu une attaque des Rifains à Anoual. C'était la panique qui a produit la tombée de tous les postes militaires. C'est-à-dire, à un moment donné, la panique, ils ont pensé qu'ils étaient attaqués par les Rifains. C'était une fausse alarme. Et on a donné l'ordre d'évacuation de la position. Les troupes ont évacué la position dans des conditions complètement inappropriées, c'est-à-dire c'était le désordre, c'était la débandade, c'était une débâcle absolument incroyable, incroyable. Les Espagnols découvrent leur mort quelques semaines plus tard, dans ce qu'il reste du fort de Monte Arruit, où les rescapés d'Anoual en route pour Melilla s'étaient réfugiés. Ils sont épouvantés par l'étendue du carnage. 3000 cadavres se décomposent au milieu des champs. 3000 cadavres à ramasser, à identifier. J'ai tout fait pour éviter ce massacre. Dieu m'en est témoin. Il a été perpétré par des Rifains qui vivaient en totale anarchie et ne respectaient pas mes ordres. En ce qui concerne la débâcle d'Anoual, elle nous rapportait en plus des prisonniers 150 canons, 10 000 fusils, d'incalculables stocks d'obus et des millions de cartouches, des automobiles, des camions, des médicaments, du matériel de campement. Pour ménager une porte à la négociation et épargner d'autres vies humaines, je faisais en sorte de ne pas occuper Melilla et je libérais les femmes et les enfants. Il sait bien que la guerre, c'est sa fin.
il a profondément le sens que la guerre, c'est sa perte. Bon. Il ne peut pas gagner, mais il le sait qu'il ne peut pas gagner. Et il l'a dit du reste. Dès 1926, il le déclare, et ensuite il le répétera en 1947 quand il s'évadera de guerre, mais il a dit « je suis venu trop tôt ». Ce n'était pas possible de faire la rupture à cette époque-là. Mais je crois que ça, il le sent profondément. Et il fait la guerre, bien qu'il sache que la guerre, dans la guerre, les puissances dominantes l'emporteront. Tandis qu'Abdelkrim attend l'ouverture de négociations pour établir la paix sur des bases sérieuses, le gouvernement espagnol ne pense qu'à une revanche rapide et à récupérer ses prisonniers par la force. En quelques mois, nous allions démontrer qu'un petit peuple était capable de prendre en main son destin. J'allais jeter les bases d'un État, commencer à moderniser la vie des tribus et les unifier. J'allais créer une justice, une armée, une école. J'allais entreprendre un recensement de la population. J'allais même convaincre les Rifins de payer un impôt pour financer nos dépenses. Alors que j'avais toujours dit aux Espagnols que nous leur gardions la porte ouverte et que j'étais prêt à négocier sur un pied d'égalité la libération des prisonniers, le gouvernement mena une campagne violente contre moi, me présentant comme un ennemi de l'humanité.